Clasico, un match qui a décidé bien plus qu'une simple suprématie. Aujourd'hui, on décortique comment le Real Madrid a arraché une victoire spectaculaire 2-1 contre Barcelone. Une victoire qui, en réalité, a commencé bien avant le premier coup de sifflet. Alors cette phrase, elle est super importante, parce qu'en fait, la bataille n'a pas commencé sur le terrain au coup d'envoi. Non. Elle a démarré des jours plus tôt, avec une véritable guerre des mots. Et à l'origine de tout ça, on retrouve la jeune star de Barcelone, Lamine Yamal. Et ces fameux mots, ils ont littéralement mis le feu aux poudres dans le vestiaire du Real Madrid. Ça a créé une ambiance électrique au Bernabéu, vraiment tendue. Le décor était planté pour un affrontement d'une rare intensité. Bon, toute cette tension d'avant-match, comment est-ce qu'elle s'est traduite concrètement sur le terrain? C'est là que ça devient fascinant. On a assisté à une vraie partie d'échecs tactiques et tout s'est joué en fait dans une zone bien précise du terrain. Ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est le coup tactique de Carlo Ancelotti. Il a mis en place ce fameux milieu à 4 en carré pour complètement étouffer le moteur créatif de Barcelone. Pedri et De Jong se sont retrouvés en infériorité numérique, comme enfermés, incapables de trouver des solutions ou d'influencer le jeu. Et ce n'est pas tout. Tactiquement, le Barça a fait un autre pari, un pari très très risqué. Ils ont joué avec une ligne de défense extrêmement haute. Face à des flèches comme Vinicius ou Mbappé, c'est un risque énorme. Et forcément, ils se sont fait punir à plusieurs reprises. Une stratégie qui, au final, leur a coûté très très cher. Mais bon, un Clasico, ce n'est pas que de la tactique. C'est aussi des moments de folie, des controverses, des tournants qui peuvent faire basculer un match en une seconde. Et celui-ci n'a pas fait exception, bien au contraire. Le match a été un véritable ascenseur émotionnel, vraiment. Ça commence dès la 2e minute, avec une grosse polémique sur un penalty non sifflé. Ensuite, un but refusé pour un hors-jeu millimétré. Le Barça a même eu une énorme lueur d'espoir avec ce penalty arrêté. On se dit que tout est encore possible. Et puis, le coup de grâce. Un éclair de génie signé Jude Bellingham qui vient tout décider. Forcément, dans ces grands matchs, on attend les grandes stars. Alors, qui a brillé et qui est passé à côté? Les performances des joueurs vedettes nous en disent long sur le déroulement de ce Clasico. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a Jude Bellingham, impérial. Il a été partout, à la création, à la récupération, et c'est lui qui marque le but de la victoire. Une performance totale. Et de l'autre, Lamine Yamal. Après ses déclarations, il était attendu. Et il a été complètement éteint, muselé par la défense. Il n'a tout simplement pas réussi à joindre le geste à la parole. Du coup, pour Barcelone, cette défaite fait mal. Mais elle met surtout en lumière des problèmes plus profonds. On a bien vu que l'absence de joueurs clés pèse lourd, le banc manque de solutions, la défense reste fragile et l'équipe semble trop souvent attendre l'exploit d'un seul joueur pour faire la différence. Alors, au-delà du match en lui-même, qu'est-ce que ce résultat signifie pour la suite? Parce que cette victoire, elle pourrait bien redessiner complètement la fin de la saison de Liga. Et tout se résume à ce chiffre, 5. C'est le nombre de points qui sépare maintenant le Real Madrid du Barça en tête du classement. À ce stade de la saison, 5 points, c'est un avantage considérable. Ce n'était pas juste une victoire à 3 points, loin de là. C'était ce qu'on appelle une victoire déclaration. Un message très fort envoyé à toute la concurrence. Le Real a montré sa supériorité et a mis un énorme coup sur la tête de son rival direct. C'est un avantage psychologique immense. Ce qui nous laisse avec la grande question qui va planer sur les prochaines semaines. Est-ce que ce Clasico était le match qui a, en quelque sorte, déjà offert le titre de champion au Real Madrid? L'avenir nous le dira. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Clasico, le fameux Real Madrid FC Barcelone. Un match qui s'est terminé sur une victoire 2-1 pour le Real au Bernabéu. On a pas mal de matière, des analyses tactiques assez poussées, des articles, et puis aussi des réactions plus spontanées tirées de vidéos YouTube. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça ensemble pour comprendre ce qui s'est joué et ce que ça signifie pour les deux équipes. Alors on y va ? Oui, c'est un résultat important, clairement. Le Real qui prend 5 points d'avance en Liga sur le Barça, ce n'est pas rien. Mais comme tu dis, au-delà du score, les sources qu'on a consultées insistent beaucoup sur la tension, les rebondissements. Et il y a eu des moments clés, vraiment qui méritent qu'on s'y arrête un peu pour saisir la dynamique globale. Exactement. Et on ne peut pas commencer sans parler de l'ambiance d'avant-match. Elle était particulièrement électrique, notamment à cause des déclarations de Lamine Yamal. Les sources rappellent cette histoire. Ah oui, l'épisode de la Kings League. C'est ça, où il aurait traité les joueurs du Real de voleurs. Bon, ça peut sembler juste une pique, mais venant d'un si jeune joueur, né en 2008, rappellent les analyses.
Oui, en pleine génération réseaux sociaux où tout prend des proportions énormes. Voilà, même si c'était pour chambrer, comme dit une source, visiblement ça a touché une corde sensible à Madrid. Et c'est là que l'aspect psychologique devient fascinant. Dans un classique, tout compte. Et plusieurs analyses suggèrent que ça a pu en fait surmotiver les Madrilènes. On lit des descriptions de joueurs survoltés dès l'entame. Une sorte de carburant inattendu. C'est un peu ça. Ça montre bien que la bataille mentale, elle commence bien avant le coup d'envoi. Et le petit détail de Carvajal qui va parler à Yamal après le match, c'est pas anodin. Ça montre que c'est resté dans les têtes. Alors justement, sur le terrain, Yamal, comment il a vécu ce match sous pression? Sa performance, elle fait débat, non? Oui, les retours sont assez, mitigés, voire critiques. Une source utilise même le mot tocaresque. C'est un peu dur, non? Oui, c'est un terme qui vient du net pour dire que c'était vraiment pas terrible, quoi. Bien en deçà de son niveau habituel, c'est clair. Il a été très bien contenu par Carrares, qui a fait un gros travail défensif, faut le souligner. Mais il y a quand même eu cette passe pour Koundé en fin de match. Exactement. Ça s'est souvent mis en avant. Une passe magnifique qui aurait pu tout changer si Koundé avait mieux conclu. Ça montre que même dans un jour moyen, le talent est là. Après, la question de sa forme physique se pose aussi. Il revenait de blessure, non? Oui, c'est soulevé dans les commentaires. Était-il vraiment à 100% pour un match pareil? C'est une vraie question. Et son cas s'inscrit dans un contexte plus large pour le Barça qui traverse une période compliquée. Oui, les sources sont assez claires là-dessus. Beaucoup de difficultés pointées du doigt. Tout à fait. D'abord, les blessures. Ça pèse énormément. Lewandowski, Rafinha. Toutes les sources les citent comme cruciaux. L'absence de Rafinha, surtout, elle est vue comme une perte énorme pour l'animation offensive, la régularité. Et il y a d'autres absents aussi. Gavi, Dani Olmo sont mentionnés? Oui, ça a réduit les options. Et puis, il y a ce sentiment que le banc manque peut-être un peu de profondeur, de joueurs capables d'avoir un impact immédiat. Et défensivement, ça n'avait pas l'air très solide non plus, d'après ce qu'on lit. C'est le moins qu'on puisse dire. La fameuse Ligno, Dancy Flick, son nom est cité, elle a montré ses limites. Face à la vitesse de Vinicius, de Mbappé. Exactement, ça laissait des boulevards dans le dos. Et la charnière centrale, Eric Garcia, le jeune Cubarsí, on loue leur qualité de relance, oui, mais... Mais face aux attaquants du Real, c'était peut-être un peu tendre. Voilà, manque d'expérience, de solidité dans les duels. Une source parle même de problèmes structurels sérieux derrière. Le Barça a semblé fragile. Alors passons au Real Madrid. Là, inversement, on sent plus de maîtrise dans les analyses. L'intensité d'entrée de jeu, ça revient souvent. Oui, et surtout, tactiquement, il semble avoir fait la différence, notamment au milieu de terrain. Le passage à 4 milieux, c'est ça? Oui, le choix d'Ancelotti, même si une source parle d'une inspiration de Xabi Alonso, restons sur Ancelotti, de densifier l'entrejeu. Avec Camavinga, Valverde, Güler et surtout Bellingham, ça a été décisif. Ce milieu a complètement étouffé celui du Barça. On parle même de box midfield. C'est quoi exactement ce concept, d'après les analyses? L'idée, c'est de former une sorte de carré, très compact au cœur du jeu. Et les analyses disent que Pedri et Frenkie de Jong, les créateurs du Barça, se sont retrouvés comme pris au piège dedans. Ah oui? Enfermés dans la boîte? C'est ça. Très peu d'espace, peu de temps pour trouver des passes vers l'avant. Pedri, surtout, aurait beaucoup souffert. Toujours sous pression. Du coup, les attaquants barcelonais ont été très peu servis. Quel retour de blessure! Les mots sont forts, omniprésent, monstrueux, décisif. Partout sur le terrain, à la récup, à la passe et buteur en plus. C'est exactement ça. Il symbolise vraiment la puissance de ce Real. Une activité incroyable dans les deux sens. On parle d'un Bellingham impérial. Il a porté l'équipe. D'autres joueurs sont aussi mentionnés, et Carreras, on l'a dit, très bon passe à Yamal. Vinicius Junior, toujours remuant, même sans marquer, il est sur le but. Oui, même si sa sortie a un peu surpris une des sources, qui se demandait pourquoi le sortir alors qu'il pouvait encore faire mal. Et puis, il y a ce but de Mbappé au tout début, qui est refusé. Oui, c'est hors-jeu. Très très limite. D'une demi-pointure, dit une vidéo. Et ça a lancé un peu le bal des décisions arbitrales, disons discutées. Ah, le fameux arbitrage du Classico. Parlons-en. Ça a commencé très tôt, dès la 2e minute, c'est ça? Oui. Action dans la surface du Barça, Vinicius tombe au contact de Yamal. L'arbitre dit rien, mais il y a la VAR. L'assistance vidéo, oui. Et finalement, pas de pénalty. Mais une des sources vidéo qu'on a, elle n'est pas d'accord. Pas du tout. Pour eux, c'était pénalty. L'argument, c'est que Yamal ne joue pas le ballon et fait obstruction sur Vini.
Première grosse interprétation, quoi. Et c'était à fini. Le but refusé de Mbappé donc. Et en deuxième mi-temps, le penalty pour le Real cette fois. Main d'Eric Garcia. Et la surprise. La même source vidéo qui réclamait péno pour Vini dit que là, il n'y avait pas pénalty pour le Real. Ah bon, pourquoi? Ils invoquent l'esprit du jeu. Le ballon touche d'abord le pied de Garcia, qui tacle, avant de toucher sa main, involontairement, et dans une position jugée naturelle vu son geste. Pour cet analyste, siffler ça, c'est un peu contre l'esprit des lois sur les mains. C'est intéressant comme point de vue. Et pour couronner le tout, Mbappé rate ce penalty, hein. Ou plutôt, Chesney l'arrête. Le gardien du Barça surnommé Vox Chesney, dans une source, va savoir pourquoi. D'accord. Bon, ça montre bien la complexité de l'arbitrage dans ces matchs-là, hein. C'est clair. Qu'on soit d'accord ou pas, ces décisions font partie du match. Et forcément, ça fait jaser après. Les analyses montrent bien comment chacun peut voir midi à sa porte. Alors, si on essaye de suivre le fil du match avec tout ça, le Real démarre fort, occasion, controverse, le Barça subit, mais arrive à égaliser. Comment d'ailleurs? C'était un peu contre le cours du jeu, non? Oui, l'égalisation vient d'une erreur individuelle au Real. C'est Arda Güler qui est pointé du doigt. Une perte de balle un peu bête dans sa moitié de terrain. Pedri est vif, il récupère, lance l'action, et c'est Fermín López qui conclut. Un but un peu casquette, comme on dit. D'accord. Ça remet le Barça dans le match, un peu par surprise. Et après? Le Real reprend le dessus. Oui, ils continuent de dominer, obtiennent ce penalty, mais le ratent, et finalement, ils trouvent la solution pour le 2-1. Le but de Bellingham. C'est ça. Belle action collective, Vini qui perce à gauche, la passe en retrait pour Bellingham, finition parfaite. Ce qui ressort globalement, c'est que malgré l'erreur sur le but et le péno raté, le Real a montré une supériorité quand même. Plus d'occasions. Mais ils ont manqué d'efficacité pour se mettre à l'abri plus tôt, c'est ça? Une source critique le fait de ne pas avoir su tuer le match. Exactement. C'est une critique qui revient. Le Real supérieur a laissé le Barça y croire jusqu'au bout. L'erreur, le péno raté, ça a maintenu un suspense qui peut-être n'aurait pas dû être là si le Real avait été plus tueur. Et on l'a vu avec l'occasion de Koundé à la fin sur la passe de Yamal. Le Barça, même dominé, reste dangereux. Il ne faut jamais les enterrer, c'est sûr. Jamais. Mais bon, au final, ce qui compte, ce sont les 3 points et les 5 points d'avance pour le Real. C'est pragmatique. Bon, alors, si on devait faire une synthèse rapide de tout ça, les grands enseignements de ce classico, d'après nos sources. Alors, je dirais 1. Victoire logique du Real, mais acquise un peu dans la douleur, sans écraser le Barça. 2. Confirmation de la domination tactique du Real au milieu, avec ce système à 4 qui a marché. Et 3. Le retour fracassant de Bellingham. Clairement, l'homme du match. Et côté Barça, le bilan est moins rose. Pour le Barça, oui, ça confirme les soucis actuels. Une équipe qui doute, très pénalisée par les absences, surtout Rafinha. Offensivement, c'est un peu juste, ça manque de tranchant, ça dépend d'exploits ou d'erreurs adverses. Et défensivement, ça reste fragile, surtout en contre. Donc voilà, le Real conforte sa place et le Barça a du pain sur la planche. Très clair. Et pour finir, pour ouvrir un peu la discussion, il y a une question intéressante qui ressort des analyses, non? Oui, tout à fait. C'est une question posée notamment dans un article et une vidéo d'info. Ce Real Madrid, ok, il progresse, il gagne le Classico, c'est bien. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il a déjà le niveau pour aller se frotter au tout meilleur en Europe? On cite Paris, le Bayern, les gros clubs anglais. Cette victoire, c'est une étape importante pour la confiance, pour la Liga. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts à regagner la Ligue des Champions dès cette année? L'analyse suggère qu'il y a peut-être encore un peu de chemin à faire. Une réflexion intéressante pour suivre leur parcours européen, en effet. Exactement. C'est une piste à garder en tête pour les prochains mois.